nous ne venons pas à ta pendaison de crémaillère. Ton frère vient de déménager aussi, m'a écrit mon père par message. J'ai répondu, ce n'est pas grave, papa. Il n'avait aucune idée que ma maison était une villa de 12 millions de dollars présentée sur Bravo. Quand l'épisode a été diffusé, il n'arrêtait pas de m'appeler. Ce message a tout changé. Ce n'était pas un message de rupture ou une mauvaise nouvelle du travail. Il venait de mon propre père, me disant qu'il ne viendrait pas à ma pendaison de crémaillère. Je m'appelle Nina. Et ce message a changé le sens de tout ce que j'avais jamais construit. Il disait, nous ne venons pas à ta pendaison de crémaillère. Ton frère vient de déménager aussi. Pas d'appel, pas d'excuses. Juste une simple phrase plus froide que la pluie de Seattle. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, ce n'est pas grave, papa. J'ai posé mon téléphone face contre la table de la salle à manger et j'ai regardé son reflet. Du chêne, que j'avais conçu moi-même, lisse et brillant sous la faible lumière côtière. Demain, l'équipe de Bravo arriverait pour filmer la scène d'ouverture de leur nouvelle émission de design. Pour tous les autres, c'était une autre étape importante de ma carrière, un autre épisode dans une case horaire de grande écoute. Mais pour moi, c'était la première fois que mon nom apparaîtrait à l'écran sans être caché derrière celui de quelqu'un d'autre. La villa autour de moi était silencieuse. Pourtant, chaque mur portait l'écho des années où j'avais travaillé pour atteindre ce moment. J'avais planifié la soirée dans les moindres détails, la mise en place de la table, l'éclairage, même la chanson qui jouerait quand maman et papa franchiraient la porte. Mais maintenant, ils ne viendraient pas. Pourtant, je n'ai pas supprimé le message. Je l'ai laissé sur mon téléphone. La preuve que parfois, le silence parle plus fort que l'amour. Si vous avez déjà tout donné juste pour être vu, pour n'être accueilli que par le silence, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Vous pourriez réaliser que le silence peut être la réponse la plus forte de toutes. Tout a probablement commencé un matin gris de Thanksgiving, quand j'avais 16 ans. L'odeur de cannelle et de citrouille rôtie emplissait l'air tandis que ma mère se déplaçait rapidement entre la cuisinière et le comptoir, fredonnant doucement un air de la vieille radio. Mon père se tenait à proximité avec son caméscope, narrant toute la scène, comme si nous étions les vedettes d'une publicité de vacances parfaite. Mon frère Evan était au centre de tout cela, remuant la pâte avec une énergie exagérée, suscitant rire et éloge à chaque mouvement. Maman l'appelait son miracle des fêtes et papa ne pouvait s'arrêter de le filmer. J'ai essayé d'aider en tendant la main vers le bol à mélanger, mais maman l'a doucement retiré de mes mains et a dit, « Ma chérie, laisse Evan s'en occuper. » Je me suis écarté et j'ai fait semblant que cela ne me dérangeait pas. Ils ont tous ri quand il a renversé de la farine sur le comptoir, et papa a capturé chaque seconde comme si c'était le clou de la journée. Je me tenais près de l'évier, m'essuyant les mains, attendant que quelqu'un remarque que j'avais déjà nettoyé la vaisselle, plié les serviettes et mis les assiettes en ordre parfait. Personne ne m'a regardé. Chaque sourire, chaque mot d'affection tournait autour d'Evan. Quand j'ai suggéré une idée pour le centre de table, quelque chose de simple avec des pommes de pin et des bougies, papa a baissé la caméra un instant et m'a jeté un regard. Ne ramène pas tout à toi, Nina. Son ton était calme, presque indifférent, mais les mots ont frappé fort. J'ai ravalé ma réponse et me suis détourné, essayant de me concentrer sur le rythme régulier des bruits de la cuisine. Evan a fait une autre blague sur la dinde. Maman a applaudi et papa a repris le tournage. Le monde autour de moi semblait tourner parfaitement sans moi. Plus tard cet après-midi-là, la maison sentait les légumes rôtis et les tartes. J'ai posé un petit cadeau sur la table à manger, une carte peinte à la main avec une citation sur la gratitude. Ce n'était pas grand-chose, mais j'avais passé des heures à la peindre la veille. Au moment où tout le monde s'est assis, la carte avait été poussée sur le côté, à moitié cachée sous une pile de magazines. Evan a mené la prière ce soir-là, sa voix forte et chaleureuse. Quand il a terminé avec une blague sur le fait d'être l'enfant préféré, les rires ont rempli la pièce. J'ai souri avec eux, mais une douleur silencieuse s'est installée quelque part au fond de moi, du genre qui ne s'estompe pas facilement. Le dîner s'est déroulé au même rythme que je connaissais depuis des années. Papa a interrogé Evan sur l'école, maman a raconté des histoires sur ses matchs de football, et je suis restée silencieuse, proposant de remplir les verres ou de passer les plats. Les plus petits gestes étaient ma façon d'essayer d'appartenir, mais ils semblaient invisibles. Je me souviens avoir pensé que le silence pourrait être plus facile que d'essayer d'être entendu. Quand les assiettes ont été vidées que les rires se sont adoucis, j'ai commencé à débarrasser la table.
Maman m'a rejointe un instant, me tendant une pile d'assiettes. Quelle aide précieuse tu es, a-t-elle dit, souriant en se retournant vers papa pour parler des candidatures d'Evan à l'université. Ces mots étaient gentils, mais ils n'ont pas atterri là où elle le voulait. Aide. C'est ce que j'étais devenu. J'ai lavé la vaisselle lentement, mon reflet estompé dans la fenêtre de la cuisine. Dehors, le ciel de Seattle était devenu sombre, du genre de gris qui avale tout. À l'étage, la voix d'Evan résonnait faiblement alors qu'il jouait de la guitare. Je me suis séché les mains, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le petit carnet que je gardais toujours sous le lit. Le papier sentait légèrement la peinture et l'encre. J'ai écrit une seule phrase cette nuit-là, la seule chose que je savais me promettre. Un jour, ils se souviendront de moi sans que j'aie à le demander. 4 ans plus tard, j'ai quitté Seattle avec une seule valise et trop de mots non dits. L'air du matin était humide, du genre qui s'accroche à votre peau comme un rappel de ce que vous laissez derrière vous. Ma mère se tenait près de la porte, se tordant les mains, tandis que mon père gardait les yeux sur l'allée. Evan m'avait déjà fait un adieu rapide et distrait avant de sortir pour retrouver ses amis. J'attendais quelque chose de plus, un mot, une promesse, mais rien n'est venu. Quand j'ai reçu une bourse complète pour étudier la communication en Californie, j'ai pensé pour la première fois qu'il serait fier. Au lieu de cela, papa a froncé les sourcils comme si j'avais annoncé quelque chose de stupide. La communication, ce n'est pas stable, a-t-il dit. Tu es doué pour les détails. Pourquoi pas la comptabilité ou le droit? Maman a ajouté doucement. C'est trop loin, ma chérie. Tu ne connais personne là-bas. Je voulais lui dire que la distance pourrait être le but, que peut-être l'espace était la seule façon pour moi de respirer, mais j'ai simplement hoché la tête. Une semaine plus tard, Evan a annoncé qu'il avait été accepté dans un programme de MBA. Le salon s'est rempli d'excitation. Papa a ouvert une bouteille de vin et maman a commencé à planifier comment l'aider avec ses frais de scolarité. Je l'ai entendu dire, nous couvrirons ce que sa bourse ne couvre pas. Personne n'a mentionné ma bourse ni demandé si j'avais besoin d'aide pour déménager. J'ai souri pendant ce moment, tenant ma lettre d'acceptation sur mes genoux comme si elle était invisible. En Californie, le soleil semblait plus brillant mais plus solitaire. Mon appartement était un petit studio au-dessus d'une laverie qui sentait légèrement la lessive et la vapeur. Je passais mes nuits à monter des vidéos pour une petite agence de création qui payait à peine assez pour les courses. Mes repas étaient des nouilles instantanées, parfois avec un œuf quand je pouvais me le permettre. Je me disais que c'était temporaire, que la faim était moins chère que de demander de l'aide. Mon amie Mara, une étudiante en cinéma que j'ai rencontrée pendant l'orientation, était la seule personne qui voyait à travers mon jeu. Elle avait cette force tranquille, du genre qui n'a pas besoin de remplir le silence pour le rendre sûr. Nous nous asseyions sur le toit de notre immeuble la nuit, partageant du café bon marché et des histoires sur les familles que nous avions laissées derrière nous. Tu sais, a-t-elle dit une fois, tu n'as pas à continuer de mériter ta place dans la vie de quelqu'un. Parfois, partir est ce qui te sauve. Ces mots se sont installés en moi comme la lumière du soleil à travers le brouillard. Pendant mon 2e semestre, j'ai appelé à la maison. Les conversations avec maman dérivaient toujours vers Evan, son nouveau stage, les éloges de son professeur, les événements de réseautage auxquels il assistait. Elle terminait chaque appel par « Tu devrais venir nous voir bientôt ». Bien que personne n'ait proposé d'aider pour le billet. Je raccrochais, fixais mon reflet sur l'écran sombre de l'ordinateur portable et me demandais s'il remarquait même à quel point j'étais devenue plus silencieuse. J'ai appris à construire de petites routines autour du silence. Les petits matins à la plage avant les cours, à dessiner des storyboards dans mon carnet. Les longues nuits à étalonner des séquences vidéo pour des clients qui ne se souvenaient jamais de mon nom. Chaque projet m'a appris quelque chose. Comment équilibrer la lumière, comment cadrer une histoire pour que même les choses ordinaires paraissent significatives. C'est peut-être ce que j'avais fait toute ma vie, trouver de la beauté dans le fait d'être invisible. À ma 3e année, j'ai arrêté de consulter les messages du groupe familial. Les nouvelles étaient les mêmes. Les promotions d'Evan, les projets de week-end de papa, les nouvelles recettes de maman. Mes propres messages restaient non lus. Ça faisait moins mal quand j'ai arrêté d'attendre des réponses. Quand la remise des diplômes est arrivée, j'ai envoyé une photo de moi dans ma toge et mon mortier. Maman a répondu avec un emoji cœur. Papa n'a pas répondu. Cette nuit-là, je me suis assise par terre dans mon studio, entouré de croquis et de boîtes de plats à emporter vides.
La ville à l'extérieur bourdonnait d'une vie que je ne pouvais pas tout à fait toucher. J'ai pensé aux années passées à essayer de m'intégrer dans un cadre qui n'avait jamais été construit pour moi. Pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. Au moment où j'ai eu 30 ans, les appels sont finalement venus des endroits dont je rêvais autrefois. Cela a commencé avec une petite station à Seattle, la même ville que j'avais autrefois quittée pour me trouver. J'ai rejoint l'équipe en tant que productrice adjointe, gagnant à peine assez pour couvrir le loyer. Mais pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. Mon superviseur, Paul, un producteur senior avec 2 décennies d'expérience en télévision locale, a remarqué que je restais tard après que tout le monde soit parti. Il s'appuyait contre le cadre de la porte et disait « Tu as l'œil, Nina. Ne le gaspille pas à polir le travail des autres. » Ces mots m'ont marqué, non pas parce qu'ils étaient gentils, mais parce qu'ils sonnaient comme une permission. Sous la direction de Paul, j'ai appris le rythme de la narration qui connecte les gens, comment faire en sorte que les moments ordinaires ressemblent à quelque chose qui vaut la peine d'être rappelé. Après des mois de travail derrière la caméra, j'ai proposé une idée pour un court reportage intitulé Les maisons du Puget Sound, une série sur les histoires cachées dans les maisons côtières du Puget Sound. C'était censé être petit, juste un segment de remplissage local, mais les téléspectateurs ont adoré. Les gens ont écrit des lettres, envoyé des photos de leur propre maison, partagé des souvenirs liés à des murs usés par le temps et à des quais qui craquaient. En 6 mois, la mini-série est devenue le programme le plus regardé de sa tranche horaire. Quand Paul a pris sa retraite, il m'a tendu sa vieille chaise de réalisateur avec un sourire tranquille. J'ai utilisé mes économies et une subvention de la station pour fonder ma propre entreprise, Northlight Media. Au début, ce n'était que moi et 3 pigistes travaillant dans un bureau emprunté, montant des séquences entre les pauses café et les délais. Nous nous sommes concentrés sur des documentaires sur l'architecture, l'artisanat et les personnes qui façonnaient les espaces dans lesquels ils vivaient. L'entreprise a grandi rapidement, alimentée non pas par des investisseurs, mais par des histoires qui semblaient réelles. 2 ans plus tard, Northlight Media a remporté un prix régional pour la narration visuelle. Je me souviens d'être monté sur scène sous les lumières chaudes, d'entendre mon nom suivi d'applaudissements qui ne se sont pas estompés trop vite. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Peu de temps après, Bravo m'a contacté. Il voulait que je réalise une série nationale intitulée Open Homes USA. C'était un rêve déguisé en contrat. Le budget était énorme, le calendrier implacable, mais chaque plan me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même. J'ai voyagé d'une côte à l'autre, rencontrant des designers, des propriétaires et des rêveurs qui me rappelaient tout ce que j'avais autrefois désiré. La série est devenue un succès, syndiquée sur plusieurs plateformes, et soudain, ma boîte de réception s'est remplie d'offres que je croyais destinées à quelqu'un d'autre. Quand le dernier épisode a été diffusé, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose de personnel. J'ai acheté une villa de 12 millions de dollars à Queen Anne, un manoir au sommet d'une colline surplombant la baie, la lumière du soleil se déversant chaque matin à travers les murs de verre. Ce n'était pas juste une maison. C'était un espace construit à partir de chaque nuit blanche, de chaque bol de nouilles instantanées, de chaque rejet silencieux. J'en ai transformé une partie en studio pour mon prochain projet, un espace créatif pour les nouveaux artistes qui me rappelaient la fille que j'étais. Alors que les dernières touches étaient apportées, j'ai écrit une lettre invitant maman, papa et Evan à la pendaison de crémaillère. Je les imaginais marchant dans les halls d'entrée en marbre, voyant la vie que j'avais construite sans leurs applaudissements. Cette nuit-là, une notification a clignoté sur mon téléphone, un message de papa. Nous sauterons ta pendaison de crémaillère. Ton frère vient de déménager aussi. Je l'ai lu 2 fois, les mots familiers dans leur cruauté désinvolte. J'ai tapé ma réponse lentement, choisissant chaque mot avec soin. Ce n'est pas grave, papa. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai regardé autour de la villa, chaque coin scintillant, chaque lumière réglée juste comme il faut. Le silence n'était plus vide. Il était paisible. J'avais attendu la moitié de ma vie leur approbation et je réalisais que je n'en avais plus besoin. Le lendemain matin, le ciel s'est éclairci, mais pas mes pensées. Je me suis réveillé tôt, incapable de me défaire de la douleur silencieuse qui s'était installée pendant la nuit. Le message de papa flottait encore dans mon esprit, lourd mais sourd, comme un bleu qui s'estompe sous la peau. Je me suis assise au bord de la longue table en chêne et j'ai réalisé qu'elle avait été construite pour une famille qui ne s'y assiera jamais. Pourtant, quelque chose en moi refusait de la laisser vide. S'il ne venait pas, je remplirais ces sièges moi-même,
non pas avec les gens qui m'avaient tourné le dos, mais avec ceux qui s'étaient autrefois tenus silencieusement à mes côtés. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des noms. Le caméraman qui était resté tard pour m'aider à réparer une lumière cassée lors de mon premier tournage. Ma voisine qui m'avait apporté de la soupe quand elle avait vu les cartons de livraison s'accumuler devant ma porte. Mon ancien professeur qui m'avait dit de continuer à peindre même quand mes notes disaient le contraire. Et ma tante Lorraine, qui s'était toujours souvenue de moi, même quand mes parents ne le faisaient pas. Avec chaque nom, la liste ressemblait de plus en plus à un souvenir en cours de réparation. Plus tard dans la journée, j'ai engagé une chef locale nommée Margaret. Elle est arrivée avec une confiance calme, ne demandant aucune introduction au-delà d'une poignée de main. Alors que nous passions en revue le menu, elle a fait une pause et a demandé « Pour qui est ce dîner ?» Je lui ai répondu « Pour des gens qui n'ont jamais été invités ». Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a simplement hoché la tête et a dit « Alors ce sera quelque chose de mémorable ». Nous avons planifié un dîner qui semblait honnête, rien qui criait au luxe. Du saumon, des légumes rôtis et une tarte aux poires, du genre qui apporte de la chaleur plutôt que de la décoration. Margaret a suggéré quelques touches, simples et réfléchies. Je lui ai dit que je voulais que la nuit ressemble à une conversation qui avait attendu trop longtemps pour commencer. Quand les invités sont arrivés, il n'y avait pas de tapis rouge, pas d'introduction, juste le bruit des chaussures sur le sol et des rires qui semblaient trouver leur place naturellement. Ils avaient l'air surpris, touchés, curieux, mais aucun n'a demandé pourquoi ils étaient là. J'ai accueilli chacun par son nom, et pour la première fois depuis des années, je me sentais présente, pas en train de jouer un rôle. Au fur et à mesure que le dîner se déroulait, l'air est devenu plus léger. Les conversations ont tissé ensemble des histoires de chance manquée, de gentillesse inattendue, de petits triomphes que personne n'avait célébrés auparavant. Lorraine s'est penchée et a chuchoté « Tu as fait quelque chose de bien à partir de rien, ma chérie ». De l'autre côté de la pièce, Margaret regardait en silence, son expression douce, sachant. Au moment où le dessert a été servi, l'espace semblait complet. Il n'y a eu ni discours, ni toast, juste une compréhension que cette nuit visait à être vue. Quand les assiettes se sont vidées et que les rires se sont calmés, je suis resté pour débarrasser la table. Chaque chaise avait été utilisée. Chaque assiette contenait la preuve que quelqu'un avait appartenu, ne serait-ce que pour quelques heures. J'ai posé ma main sur le bois lisse et j'ai souri tranquillement. Tout le monde mérite une place. Au coucher du soleil, l'équipe était arrivée, caméra, câble et attente silencieuse. Je les ai accueillis à l'entrée, leur hochement de tête poli et leurs sourires étudiés remplissant l'air de cet étrange mélange d'anticipation et de retenue qui précède toujours un tournage. La longue table était de nouveau prête, non pas comme une scène, mais comme la preuve que quelque chose de réel s'était passé ici. Margaret se déplaçait dans la cuisine avec sa précision calme habituelle, dressant les derniers plats comme si c'était une soirée comme les autres. Mais cette nuit était différente. Il ne s'agissait pas de nourriture, de production ou d'audimat. Il s'agissait d'une vérité silencieuse en train d'être vue. Les invités sont revenus, les mêmes qui avaient partagé ce premier dîner, et leur présence a rempli l'espace de quelque chose de plus stable que des applaudissements. Alors que les caméras ont commencé à tourner, je n'ai ressenti aucun besoin de jouer un rôle. Les conversations coulaient naturellement. Les gens parlaient doucement, riaient librement et ne regardaient pas vers l'objectif pour obtenir une validation. Quelques membres de l'équipe ont échangé des regards, réalisant peut-être que ce n'était pas le genre d'émission qu'ils attendaient. L'une des journalistes, une jeune femme avec un carnet et des yeux incertains, s'est approchée de moi pendant une pause. « Qu'est-ce qui a inspiré cela ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. L'équité n'est pas une décoration, ai-je dit. C'est de la conception. Elle l'a noté soigneusement, comme si les mots pouvaient s'échapper si elle ne les piégeait pas sur le papier. En regardant autour de moi, j'ai vu des invités se pencher les uns vers les autres, écoutant attentivement. Personne n'interrompait. Personne n'essayait de dominer la conversation. C'était le genre d'équilibre que j'avais recherché pendant des années, un équilibre construit non pas sur le pouvoir, mais sur la présence. À un moment donné, le caméraman, un homme plus âgé aux cheveux argentés, a arrêté de filmer un instant et a simplement regardé. Plus tard, il m'a dit tranquillement, on ne voit pas ça souvent. Des gens qui sont simplement eux-mêmes. Cela m'est resté plus longtemps que n'importe quel compliment que j'ai jamais reçu. L'équipe a gardé l'installation simple. Pas de filtre,
pas de reprise, pas de réarrangement des scènes. Les lumières sont restées assez douces pour voir clairement les visages, mais pas pour effacer les rides qui les rendaient humains. L'ingénieur du son a chuchoté dans son micro. On sent la vie ici. Au fil de la soirée, j'ai commencé à remarquer quelque chose de petit mais de beau, la façon dont les gens se regardaient dans les yeux sans hésitation. Personne ne baissait les yeux. Personne ne se cachait derrière des téléphones ou des excuses. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Margaret se tenait près du fond, les bras croisés, observant tranquillement comme elle le faisait toujours. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête une fois. Son regard disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Gratitude, fierté et la connaissance partagée que certains moments n'ont pas besoin d'être encadrés pour avoir de l'importance. La dernière prise de la nuit a capturé tout le monde encore assis, le faible bourdonnement des conversations se propageant dans l'air. Le réalisateur a fait signe à l'équipe d'arrêter d'enregistrer, mais personne n'a bougé. Ils sont juste restés là, pris dans quelque chose de réel, ne voulant pas le briser. Quand les lumières se sont éteintes, je suis resté, aidant à rassembler les câbles, les microphones, les verres restants. L'air semblait léger, délesté, comme si la maison elle-même avait expiré. L'un des assistants m'a remercié pour l'hospitalité, disant que cela n'avait pas l'air d'être du travail. J'ai souri. Cela n'avait pas non plus été du travail pour moi. Pendant des années, j'avais construit des décors, des histoires et des images qui ressemblaient à l'appartenance. Mais ce soir, pour la première fois, je n'ai pas eu à le créer. J'ai simplement vécu dedans. Et pour la première fois, je ne jouais pas un rôle. J'étais à la maison. Une semaine plus tard, l'épisode a été diffusé un matin pluvieux à Seattle. Je n'avais pas prévu de le regarder en direct, mais le son du tonnerre lointain a rendu la maison plus petite, et d'une certaine manière, il semblait juste de le laisser jouer. Mon téléphone a commencé à vibrer bien avant la fin du générique d'ouverture. Les messages s'empilaient les uns sur les autres, certains de collègues, d'autres d'inconnus, quelques-uns de numéros que j'avais supprimés depuis longtemps. La plupart étaient simples, superbe travail. Merci de dire ce que personne ne dit. Pourtant, chacun ressemblait à une petite vague touchant un rivage que je n'avais pas foulé depuis des années. En milieu de matinée, j'ai reçu un appel de tante Lorraine. Sa voix était chaude, stable, comme elle l'avait toujours été. « Tu as bien fait, ma chérie », a-t-elle dit. « Ils font face à ce que tu as porté pendant des années. » Je n'ai pas répondu tout de suite, laissant seulement ces mots s'imprégner. Il n'y avait aucune amertume dans son ton, seulement de la reconnaissance, une sorte de paix qui n'avait pas besoin de pardon pour exister. Plus tard, j'ai appris qu'une des voisines de maman l'avait appelée ce matin-là, excitée, en disant « Je viens de voir ta fille à la télé. » Quel merveilleux projet. Apparemment, la conversation ne s'était pas déroulée comme elle l'attendait. Pendant des heures, maman n'a rien dit. Puis, dans l'après-midi, elle a posté une photo de l'épisode sur ses réseaux sociaux avec la légende « Tellement fière ». Cela s'est répandu rapidement, non pas par amour, mais parce que les gens ont remarqué le timing. Les commentaires se sont remplis de confusion polie. N'aviez-vous pas dit qu'elle avait quitté la maison il y a des années? C'est drôle comme la fierté trouve sa voix après les applaudissements. Mon frère Evan est resté silencieux pendant 2 jours. Puis quelqu'un de son bureau a demandé publiquement pourquoi il n'avait pas été au dîner. Sa réponse a été vague, une phrase sur les voyages et les conflits d'horaires, mais ceux qui avaient regardé l'épisode semblaient comprendre plus que ce qu'il avait dit. Quelques-uns de ses amis ont repartagé des extraits de moi parlant d'appartenance, ajoutant de courtes notes comme « Bye ou ça a dû faire mal ». Il a complètement cessé de répondre après cela. Papa a appelé 6 fois cette semaine-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. Chaque fois que le téléphone sonnait, ma poitrine se serrait, mais pas de colère, plutôt comme la faible pression d'un vieux bleu qui ne me contrôlait plus. Au 7e appel, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale et j'ai écouté plus tard. Sa voix tremblait. Je t'ai vu. Tu as fait quelque chose de bien. Juste. Puis un silence, une profonde respiration. Et finalement, je suis fier, Nina. C'était étrange comme ces mots, autrefois un rêve lointain, sont arrivés trop tard pour avoir de l'importance, mais pas trop tard pour guérir. Les courriels des téléspectateurs ont afflué. Une enseignante de l'Ohio a écrit qu'elle avait utilisé l'épisode pour lancer une discussion en classe sur l'équité.
Un architecte à la retraite a partagé comment le dîner lui avait rappelé le projet de table communautaire de sa défunte femme. Une mère a dit que sa fille adolescente avait décidé d'inviter un camarade de classe solitaire à déjeuner après avoir regardé. En les lisant, j'ai réalisé que l'histoire avait quitté mes mains et était devenue autre chose, quelque chose de vivant. Le soir, la pluie ne s'était pas arrêtée. La ville à l'extérieur était floue dans des tons d'argent et de gris. Je me tenais près de la fenêtre, un café à la main, regardant l'eau tracer des chemins sur la vitre. J'ai pensé à maman assise derrière son écran, à Evan évitant les questions, à papa tendant la main après toutes ces années. Rien de tout cela ne ressemblait à une victoire. Pas vraiment. Cela ressemblait à la météo, imprévisible, purifiante, nécessaire. Lorraine m'a de nouveau envoyé un message cette nuit-là. Certaines tempêtes ne détruisent pas, elles révèlent. J'ai souri, regardant la pluie qui n'avait pas cessé une seule fois de toute la journée. Elle avait raison. Certaines tempêtes lavent plus qu'elles ne ruinent. 2 mois plus tard, j'ai de nouveau fait mes valises, mais cette fois pour la paix. Les cartons étaient plus légers, non pas parce que je possédais moins, mais parce que je ne transportais que ce qui m'appartenait. Pas d'attente, pas d'explication, aucun fantôme d'une table familiale qui n'avait jamais fait de place. J'ai loué une petite maison à Portland, près de la rivière, un endroit calme avec assez de lumière pour me rappeler que les matins pouvaient commencer sans bruit. La première nuit, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder en arrière. Quelques jours plus tard, un courriel de mon frère Evan est apparu. L'objet était simple. Il faut qu'on parle. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Il n'y avait aucune colère dans cet acte, seulement de la clarté. Parfois, le silence n'est pas une punition, c'est une protection. Je l'avais appris à la dure, chaque appel sans réponse, chaque excuse tardive m'avait déjà appris ce que la paix exigeait, la distance. Le travail m'a suivi doucement, pas comme avant, quand l'ambition était féroce. Bravo m'a de nouveau contacté, me demandant si je reviendrais pour une 2e saison du projet de la table. Le message était chaleureux, le ton respectueux. J'ai hésité, puis j'ai tapé lentement, oui. Mais cette fois, pas de famille, juste des histoires. Ils ont accepté immédiatement. J'ai souri, réalisant que pour la première fois de ma carrière, je ne courais pas après la reconnaissance. Je choisissais d'être en accord avec moi-même. Les jours à Portland se sont installés dans un rythme qui semblait presque méditatif. Je me levais tôt, marchais le long du sentier au bord de la rivière et regardais l'eau capter la lumière. Mes pensées ne tournaient plus en boucle autour de conversations inachevées ou de mots que j'aurais aimé dire. Elles flottaient simplement comme du bois flotté, libres de toute direction, mais continuant d'avancer. Margaret a appelé une fois pour prendre de mes nouvelles, disant que le thème de la nouvelle saison, l'appartenance sans permission, était déjà en discussion. Je lui ai dit que cela correspondait. Elle a ri, comprenant sans que j'aie besoin de m'expliquer. Parfois, je passais devant de petits restaurants ou des cafés et voyais des familles à l'intérieur, des gens parlant autour de repas partagés, leur visage rayonnant de quelque chose que je ne pouvais plus nommer. Mais au lieu de l'envie, je ressentais du soulagement. Je ne mesurais plus ma valeur à l'endroit où je n'étais pas invité. Le calme que j'avais construit était stable, pas fragile, et je le gardais avec le genre de douceur qui ne vient qu'après s'être brisé. Les lettres des téléspectateurs arrivaient encore, transférées par le bureau de production. Une femme a écrit qu'elle avait commencé à organiser des soirées à table pour ses voisins, juste pour se rappeler que la gentillesse n'exige pas de lien de sang. Une autre a dit qu'elle avait pardonné à sa mère, mais seulement après avoir réalisé que le pardon ne signifiait pas revenir. Chaque histoire était un rappel que ce qui avait commencé comme une émission était devenu quelque chose de plus profond, une carte pour les gens qui retrouvent leur chemin vers eux-mêmes. À l'arrivée de l'automne, la ville est devenue dorée et lente. Je passais mes soirées près de la fenêtre, parfois à monter des scénarios, parfois à ne rien faire du tout. Le silence ne ressemblait plus à une absence. Il semblait mérité. Je n'avais pas besoin d'une conclusion de la part de maman ou de papa, ni d'excuses d'Evan. Leur silence ne résonnait plus. Il existait simplement, comme le bruit du vent se déplaçant à travers les feuilles, présent, mais plus personnel. La paix, ai-je réalisé, ne se trouve pas dans la réconciliation. Elle se trouve dans le lâcher-prise. Il ne s'agit pas de pardonner à ceux qui vous ont blessé pour qu'ils puissent mieux dormir la nuit.
Il s'agit de se pardonner à soi-même d'avoir attendu si longtemps pour arrêter d'essayer. Un matin, j'ai préparé du café et j'ai regardé la rivière s'écouler, lente et certaine. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message d'un producteur de réseau demandant une réunion anticipée. J'ai souri, j'ai mis la notification en sourdine et j'ai pris une autre gorgée. Tout ne méritait pas une réponse. Pendant des années, j'avais dressé des tables, espérant que d'autres s'assoiraient à mes côtés. Maintenant, je comprenais enfin. La paix ne se trouve pas à leur table. J'ai construit la mienne. Parfois, la distance est le seul langage que l'amour comprend. Vous ne devez l'accès à votre paix à personne, pas même à votre famille. La vie tranquille que vous construisez après le rejet est la preuve la plus éclatante de votre propre valeur. S'ils n'applaudissent pas pour vous, applaudissez pour vous-même et continuez d'avancer. La force de partir ne signifie pas l'absence d'amour. Cela signifie choisir celui qui ne fait pas de mal. Parfois, la paix n'est pas donnée. Elle se construit, une limite à la fois. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si l'histoire de Nina vous a rappelé la vôtre, partagez vos pensées ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour protéger votre paix? Vos mots pourraient aider quelqu'un d'autre à trouver la sienne. N'oubliez pas, la guérison ne vient pas toujours des excuses. Parfois, elle vient du silence. Abonnez-vous si vous croyez que la paix mérite d'être protégée, même quand l'amour coûte trop cher.